Bonjour les cinquièmes, nous voilà de retour pour une nouvelle vidéo aujourd'hui où nous allons commencer le dernier chapitre de l'année, le chapitre numéro 3 où nous allons parler de reproduction sexuée et asexuée chez les êtres vivants. Alors, petite introduction. Chez les animaux et chez les végétaux, il existe deux modes de reproduction. La reproduction sexuée et la reproduction non sexuée, qu'on qualifie aussi de reproduction asexuée. Dans ce chapitre, nous allons essayer de comprendre comment les êtres vivants peuvent se reproduire. Nous parlerons de l'espèce humaine l'année prochaine en 4e. Alors, on va commencer une toute première partie aujourd'hui. On va parler d'abord dans un premier temps de la reproduction qu'on qualifie de sexuée. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que cette reproduction, elle peut avoir lieu chez les animaux comme chez les végétaux. On va dans cette première partie la sous-diviser en plusieurs sous-parties et aujourd'hui nous allons commencer par une première sous-partie. Donc dans le cours on écrit, après avoir écrit grand 1, une reproduction sexuée, on écrit grand A, reconnaître une reproduction sexuée, et nous allons commencer la première activité du chapitre où nous allons essayer de comprendre comment on peut reconnaître une reproduction sexuée. Alors cette première activité, vous pouvez la coller directement dans votre cahier si vous avez la possibilité de l'imprimer, sinon vous laissez de la place et je vous la donnerai dès que nous nous reverrons. Activité numéro 1. Nous allons voir qu'il existe une libération et une rencontre de cellules qu'on va qualifier de reproductrices, puisque ce sont les cellules qui vont intervenir dans la reproduction et notamment la reproduction sexuée. La compétence sur laquelle on va travailler, c'est de savoir communiquer à l'écrit. Regardons ensemble les documents que je vous propose. Vous avez ici un document qui vous parle d'un animal marin qui s'appelle l'oursin. Alors, quand on regarde ici les oursins, que ce soit un oursin mâle ou un oursin femelle, on ne fait pas de grande distinction. Et si vous avez la possibilité et la chance d'aller plonger, de faire de la plongée et de voir des oursins dans leur milieu naturel, je vous défie de vous mettre, de savoir si c'est un oursin mâle ou si c'est un oursin femelle. La fin de l'hiver correspond à la période de reproduction chez l'oursin. Les mâles et les femelles vont libérer dans l'eau de mer des cellules reproductrices, donc soit ce qu'on va appeler des spermatozoïdes, soit des ovules. Ces cellules reproductrices peuvent être récupérées et observées. Donc ici, on a fait une expérience de mettre un oursin mâle sur de l'eau de mer et on voit qu'il va libérer dans l'eau de mer des cellules reproductrices qui, si jamais on les observe au microscope, ressemblent à ceci. De l'autre côté, j'ai l'oursin femelle qui va elle aussi libérer dans le milieu aquatique, donc dans l'eau de mer, ses cellules reproductrices. Et si j'observe ces cellules reproductrices au microscope, voilà ce que j'observe. Déjà, je peux constater que nous ne sommes pas au même grossissement. Ici, l'ovule, qui est donc une cellule très très ronde, est grossi 400 fois, alors que les spermatozoïdes sont grossis 2 fois plus et sont même, s'ils sont grossis 2 fois plus, encore plus petits que l'ovule. Donc c'est une première distinction entre les deux. Ensuite, je constate que les spermatozoïdes sont formés d'une partie ronde, qui est ici, qu'on appelle la tête, et de cette tête part un flagelle, donc une petite tige qui va leur servir d'avancer et de se déplacer. Alors, première question. À partir de l'étude des documents suivants, compare les cellules reproductrices émises par les oursins mâles et par les oursins femelles. Je vous laisse quelques minutes pour y répondre. Alors, pour celles et ceux qui auraient besoin d'une correction, voici la correction que je vous propose. D'après les documents, j'observe que l'oursin mâle libère dans l'eau de mer des spermatozoïdes qui sont de couleur blanc, alors que l'oursin femelle libère dans de l'eau des ovules qui sont de couleur orange. J'apprends aussi que les spermatozoïdes sont beaucoup plus petits que les ovules. Alors pour la suite, je vous propose de regarder une vidéo. Alors cette vidéo, normalement, je devais vous la projeter directement sur l'ordinateur. Comme je ne peux pas le faire, vous avez ici l'adresse de la vidéo sur YouTube et je vous laisse, à partir de cette adresse et de cette vidéo, compléter les 4 questions qui sont ici. À vous de jouer.
Alors là encore, pour celles et ceux qui auraient besoin d'une correction, première question. Comment les cellules reproductrices mâles et femelles se rencontrent et rentrent en contact chez les oursins? Alors, les cellules reproductrices mâles et femelles vont être libérées dans l'eau de mer, et les courants de l'eau vont permettre leur rencontre. Alors, qu'est-ce qui empêche les spermatozoïdes de passer dans un ovule déjà fécondé? Alors, vous avez peut-être compris, grâce à la vidéo, qu'en fait, les spermatozoïdes allaient pénétrer à l'intérieur de l'ovule. Et une fois que le spermatozoïde est rentré à l'intérieur de l'ovule, on parle de cellule œuf. La membrane de la cellule œuf, donc de l'ovule qui a été fécondé par le spermatozoïde, devient ce qu'on appelle une membrane de fécondation. Et cette membrane de fécondation, elle va jouer le rôle de barrière antifécondation par un second spermatozoïde. Ce qui veut simplement dire qu'une fois que le spermatozoïde a pénétré dans l'ovule, la cellule œuf est fécondée et donc il ne peut plus y avoir d'autres fécondations, c'est-à-dire un autre spermatozoïde qui pourrait s'unir à l'ovule qui est déjà transformé en cellule œuf. Que devient un ovule une fois fécondé? Alors on l'a dit, une fois fécondé, un ovule devient une cellule œuf qui va à son tour se diviser en 2, puis en 4, puis en 8, etc. pour devenir un nouvel individu. Dernière question, quelles sont les étapes qui sont à l'origine de la formation d'un nouvel individu? Répondre sous forme d'un schéma. Alors voici le schéma que je vous propose. Donc ici, j'ai dessiné un organisme femelle qui va libérer, grâce à ses ovaires, des ovules, les cellules reproductrices femelles. De l'autre côté, j'ai un organisme mâle qui va libérer dans l'eau des spermatozoïdes, qui sont les cellules reproductrices mâles. Ces cellules reproductrices mâles rencontrent les cellules reproductrices femelles et cette rencontre va aboutir à l'union de ces deux cellules pour donner une cellule œuf. Cette rencontre et cette union s'appelle ce qu'on appelle la fécondation. Qu'est-ce qui est important à retenir dans le bilan? Bilan du grand 1. La reproduction sexuée s'effectue entre des individus mâles et des individus femelles qui produisent des cellules reproductrices différentes. C'est pour ça qu'on parle de reproduction sexuée. C'est parce qu'il y a forcément deux individus de sexe différents. Alors, chez les animaux mâles, on observe des spermatozoïdes, qui sont ce qu'on va appeler aussi des gamètes mâles, qui vont féconder des ovules, qu'on appelle aussi des gamètes femelles. Donc, spermatozoïdes produits par les individus mâles, les ovules produits par les individus femelles. Chez les végétaux, on observe aussi des ovules, rappelez-vous ce qu'on a vu en 6e, qui étaient contenus à l'intérieur du pistil de la fleur, et on avait parlé des grains de pollen qui en fait sont des gamètes mâles mobiles, plus petites que les gamètes femelles. Toute reproduction sexuée comporte l'union d'une cellule reproductrice mâle avec une cellule reproductrice femelle. En fait, il faut qu'il y ait ces deux cellules reproductrices qui vont s'unir pour qu'il y ait une reproduction sexuée. Lorsqu'elle s'unit, on parle alors de fécondation. Et cette fécondation, elle aboutit à la formation d'une cellule œuf qui va être la première cellule d'un nouvel individu. J'espère que vous avez compris l'ensemble de ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser via Pronote. Bon courage!